Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet entretien avec Johny Pitts, un entretien qui aura lieu donc en anglais et qui sera traduit en français pour les personnes voilà, pour lesquelles ça sera plus convenant. Je m'appelle Pamela Oreneniako, je suis doctorante en histoire, je suis la fondatrice d'Afrolite et c'est avec grande joie que nous accueillons aujourd'hui Johny Pitts qui est en tournée européenne, mais surtout Johny Pitts donc, qui a écrit ce livre Afropeans qui est également disponible d'ailleurs en version traduite sous Afropéen. Dans l'attente. Et d'ailleurs, Johny Pitts sera disponible pour une dédicace suite à cette discussion. Donc voilà, ça c'est déjà les annonces qui sont faites. Donc avec grand plaisir, on accueille Johny Pitts ici pour discuter justement d'afropéanité. Qui, quoi, comment, qu'est-ce que c'est? Voilà. Merci pour votre présence également. Now, there's always this awkward moment where I have to switch my brain into English. But it's going to be fine. Johny Pitts, welcome to March. Welcome to Switzerland. Thank you. Thanks for being here. Thanks for, writing this amazing book, this intervention about Europe, about Blackness, about so many things. We're going to have a 1-hour conversation about it with Q&A session with the audience. And so, first question, I think that's the first question everybody starts with, but, yeah, and I also Donc, je vais intervenir pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais, parce que c'est un droit de ne pas comprendre l'anglais, et pour que vous participiez aussi. Donc, comme tu disais, c'est le moment de changer de microprocesseur et de passer à l'anglais. Donc, elle a souhaité la bienvenue à Johny, qui a écrit un livre fantastique. Alors, Blackness, est-ce que tu as une préférence pour la traduction française ? Alors, normalement, on dit négritude. Oui, c'est ce à quoi je pensais, mais c'est voilà, pas mais le même au contexte. sens politique du terme. Donc, on va partir sur négritude avec tous les guillemets importants. Et j'hésiterai pas à te demander tes préférences. D'accord ? Ça marche. Donc, on est parti pour 1 heure d'entretien avec Johny. Et puis après, à la fin de l'entretien, on aura l'occasion d'avoir un échange avec vous. D'accord ? It's so interesting the way that the notion of blackness works in different languages, and even with Afropean works in some languages, and in some others it's more problematic in some ways. It's quite interesting. But I remember hearing, the real language of Europe is the language of translation. So let's see how we get on today. Yeah, let's see. And it could be debatable. Donc Johny faisait également un commentaire en disant qu'il était intéressant justement de se poser ces questions sur les traductions, blackness en anglais et négritude en français. On essaye de faire des approximations, mais on n'arrive jamais tout à fait avec les mêmes sous-entendus. De même pour son livre, qui est intitulé Afropéens, ce ne sont pas forcément les mêmes notions que l'on entend quand l'on passe du français à l'anglais, etc. Mais comme le disait Johny, l'Europe, c'est le continent de la traduction par définition. Donc, on va voir comment on va s'en sortir. Merci, Laure. So, Johny, for the people who have, because, you explain what brought you to this question of Afropeanness, Afropia. Can you remind us or expose us to what initially sparked your interest into questioning what who and what Afropean and Afropeanness was or is? Alors, Johny, comme tu le disais, tu vas peut-être... donc, tu as abordé la question des Afropéens, de l'afropéanité, de l'afropé, peut-être, Afropia, qui serait une sorte de territoire. Et donc, première question, qu'est-ce qui a déclenché cet intérêt pour ces questions ? Qui sont les Afropéens ? Qu'est-ce que l'afropéanité ? There is an official story and an unofficial story. The official story is that
during the global financial crisis, really after 9/11, but in that sort of tumultuous, that shifting decade of the 2000s, I started to notice a disjunction among my friends and family and the multicultural community that I grew up in. Donc, il y a une histoire officielle et une histoire officieuse. D'accord ? On va commencer par l'histoire officielle. Donc, on se situe dans le cadre de la crise financière internationale, donc 2008, j'imagine. En tout cas, on est sur l'après 11 septembre. Et c'est toute cette décennie de changement que sont les années 2000. C'est-à-dire une rupture que j'ai pu remarquer dans mes groupes d'amis, dans ma famille et dans les cultures dont je fais partie. Le monde métis. Collectif multiculturel. Collectif multiculturel, voilà. And Afropean, when I was growing up in the 90s, there was this illusion, I think, of progress. And I think Afropean was a part of that. It seemed very natural to me that when I grew up, in fact, Amin Malouf, who is a hero of mine and who I had the honour of speaking with when I came to accept the European Essay Prize. In his book, Les Identités Meurtrières, he says that he hopes that all the stuff he's talking about, he wrote this book in 1998, all the stuff that he's talking about these divides among cultures, that his grandson, who would be about my age, that he would almost find his book not amusing, but like a curiosity, like, oh, I can't believe people were thinking like that, because the idea was that in the future, multiculturalism would just be a part of our everyday lives. It would be easily accepted. And of course, that changed. And I could feel that change in the 2000s, that this progress, if it ever was progress, was certainly being stymied. Timid, you say? Stymied, yeah, stifled. Don't really get it. Stifled. Suppressed. Oh, okay. Yeah. And what was the title of the book? Identité meurtrière. Identité meurtrière, j'avais pas su. Donc, Afropéen, moi j'ai grandi dans les années 90, et donc ce terme Afropéen, c'était pour moi, en tout cas, une illusion de progrès. Ça me semblait naturel de parler d'Afropéen. Amin Malouf, qui est quelqu'un que j'admire, qui est un héros, et avec qui j'ai eu le privilège de parler lors de la remise de ce prix européen, dans son livre, donc Identité meurtrière, qu'il a écrit en 1998, parlait de ces divisions par rapport à la culture. Et son petit-fils pourrait lire ce livre avec amusement et curiosité. Dans ce livre, il parlait d'un avenir où le multiculturalisme serait accepté. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ce changement de la décennie des années 2000, un progrès, mais un progrès qui n'en était peut-être pas tellement un. And I wrote this book I took the journey in 2012 for the most part. So I wrote this book before Brexit was on the cards, way before George Floyd. And of course, there were other problems that the black community was still facing. But before these problems really came to surface as we know them now, this book was written, before that. But already you could see that by the end of the 2010s, we weren't heading in a good direction, especially with after the global financial crisis. Donc moi, j'ai commencé à écrire ce livre en 2012. En tout cas, j'ai commencé, voilà. Le projet a été lancé en 2012. Et 2012, on ne parlait pas encore du Brexit. Bien sûr, l'affaire de George Floyd, l'assassinat de George Floyd, n'était pas encore là. Et plein d'autres problèmes. J'ai commencé ce projet avant que tous ces problèmes n'apparaissent. Mais déjà, à la fin de 2010, on sentait qu'on ne s'orientait pas dans la bonne direction. That's the official story.
The unofficial story, and I think this is important to know these two stories because the book really is a hybrid of analysis on the one hand, but a casual story on the other. It was really important for me to tell these two stories side by side. So the unofficial story is that when I was walking on the street in my hometown of Sheffield one day, feeling very lost and uncertain about the future, somebody stopped me on the street and recognized me, they thought, from a train in Frankfurt. And they said, "Oh, I remember you. I saw you on the train in Frankfurt," and it wasn't me. I wasn't on a train in Frankfurt. But this evocative image for me is like somebody who looked like me was on a train in Frankfurt. Who was that person? In a sort of on a metaphysical level, who could that person be? And I decided I wanted to put myself on that train to Frankfurt. Donc là, ce que je vous ai raconté, c'était l'histoire officielle. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire non officielle, l'histoire officieuse. Et pour moi, c'est important d'avoir ces deux histoires en tête, parce que mon livre est un peu un livre hybride. C'est à la fois une analyse et à la fois un livre très spontané. Et je pense que c'est important de garder cela en parallèle. Donc, un jour, j'étais en train de me balader dans la rue, dans ma ville, à Sheffield. J'étais un peu perdu, je n'étais pas trop sûr de ce qui allait arriver à l'avenir, j'y réfléchissais. Et tout d'un coup, quelqu'un m'arrête dans la rue et me dit « Mais vous n'étiez pas dans un train à Francfort ?» Ce n'était pas moi, je n'ai jamais été dans un train à Francfort. J'imagine que cette personne m'a pris pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me ressemblait. Et alors j'ai commencé à me dire, mais qui étaient ces personnes dans un train à Francfort ? Je me suis égaré dans des pensées presque métaphysiques. Et je me suis dit, je vais me mettre dans un train à Francfort et puis je vais voir ce qui se passe. So in what you said, there are two things that, of course, come to mind. One, the idea of, okay, a journey that starts, and this book is about a journey. And on the other hand, the very concrete situation that has to do with the backlash in multiculturalism, in racism, in economics. And so a very material, let's say, context that was like, okay, this is not just a journey of some privileged person asking, having the fantasy of like, oh, let me go on a discovery trip. There was a necessity, both economic and also, I guess, that has to do with social relations. Yeah. Donc, j'ai bien entendu, vous parlez de deux aspects. Tout d'abord, un voyage et deuxièmement, une situation très concrète par rapport au multiculturalisme, au racisme, dans un cadre économique notamment. Mais ce n'est pas seulement le voyage d'une personne qui est privilégiée, qui peut s'amuser à s'imaginer comme ça sur un train, mais également la nécessité de se poser des questions, notamment par rapport à la société. And so this journey, so again, for the people who have not read the book, so you started this journey, so as you said, you were born and raised in Sheffield, which is in the northern part of England. And I think that is something very important to bear in mind. And then, so from England, 2012, you hit the road by train. So you do Paris, from Paris, Brussels, Brussels, Amsterdam, Amsterdam, Berlin, Berlin, Stockholm, Stockholm, Moscow. And you were supposed to take a boat on, but the boat trip got canceled, so that's the only time you took a plane. Then from Russia to Stockholm to Moscow, okay, Moscow good. to Rome. St. Petersburg. Okay, yeah. Then Rome, south of France, by train again. Launched Marseille, which really had an impact on you. We'll get back to that later. Marseille, Madrid, Lisbon, wow, yeah, well, Lisbon, Gibraltar, yeah. Gibraltar, Sheffield, yeah, right? Via Bern. Via Bern. There you go. So definitely a European journey. It's also interesting to see what is Europe in your idea. Like when there was Moscow and St. Petersburg, I was like, yeah, Russia could arguably be Europe in a historical context. And again,
j'arrive tout de suite. And a journey that also reads as, it's not necessarily, there's some introspection, but it is a journey about what is Afropean and Afropeanness. Donc, un voyage, comme on l'a pu l'entendre, un voyage qui a commencé à Sheffield, où tu es né, où tu as grandi. Sheffield, c'est le nord de l'Angleterre, et je pense que c'est un détail important. Et donc, en 2012, dans un train, tu commences à partir pour Paris, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Stockholm, en avion de Stockholm à Moscou, on va voir si j'ai loupé des villes, Rome, puis le sud de la France, puis Nantes, Marseille, Marseille-Madrid, Lisbonne, Gibraltar, pour retourner à Sheffield via Berne. Voyage européen, donc s'il en est, peut-être un détail près sur lequel on reviendra, est-ce que Moscou et Saint-Pétersbourg sont en Europe? Et donc, dans ce voyage, on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup d'introspection, mais également la recherche d'une réponse aux questions qu'est-ce qu'être afro-européen et qu'est-ce que l'afropéanité. So impressive. Just repeating. It's great. Il dit que c'est impressionnant, je lui dis que je répète ce qu'ils disent, c'est tout. Russia was important. I mean, as I was building an itinerary, a loose itinerary for this journey, I was thinking, okay, well, where is the black community in Europe? And there were obvious places, which would be the Netherlands, France, of course. The UK had to be a part of that, and then you go a bit further out and you think, yeah, of course, Germany. But then there were other places in Lisbon, Portugal. But then you're looking for alternative ideas of that European history. And for me, that's why Russia was important, because even though now there's a rise in racism, and it's a very when I travelled, it was a very actually scary place to be. I can say that, especially for somebody with brown skin. It wasn't always that way, and if you think about if you're going to tell a story of Europe, you have to tell a story of Western imperialism. And if you're going to tell a story of Western imperialism, you should tell a story of how that was fought against. And that's where Russia comes in, because, of course, Russia armed many African independence movements with weapons and education as well. But also has a long history, like 20 years before Rosa Parks sat on that bus and set off a whole wave of freedom rides in America. 20 years before that, Langston Hughes talks about, in the 1930s, being in the Soviet Union and getting on a bus and somebody's saying, Nigrochansky Tovarish, my Negro worker comrade, come and take my seat, please. There was this alternative history that wasn't always negative for the black community, and I wanted to explore that. Donc la Russie, oui, la Russie, c'était un pays important. Quand j'ai commencé à élaborer cet itinéraire, qui n'était pas non plus un itinéraire ficelé dès le départ, j'ai voulu voir où se trouvaient les Noirs en Europe. Donc évidemment, j'ai pensé aux Pays-Bas, j'ai pensé à la France, j'ai pensé au Royaume-Uni, j'ai pensé à l'Allemagne, j'ai pensé au Portugal, mais j'ai aussi cherché à trouver des territoires alternatifs. Parce que quand on parle de l'histoire européenne, c'est vrai que on ne pense pas forcément à la Russie. On est actuellement dans une période où le racisme, il y a une sorte de regain de racisme. Et effectivement, quand je me suis retrouvé en Russie, je me suis parfois fait peur en voyant, en étant une personne avec la peau foncée dans ce pays-là. Mais l'histoire de l'Europe, telle qu'on la raconte, c'est souvent l'histoire de l'impérialisme occidental. Et lorsqu'on parle de l'impérialisme occidental, il y a aussi des pays qui ont lutté contre cet impérialisme occidental. Et quand on pense à cette lutte, on peut penser à la Russie, l'ancienne Russie, l'Union soviétique, qui, à son époque, a armé des mouvements d'indépendance
africains a aussi permis à des Africains de recevoir une éducation supérieure. Et donc, pensez à Rosa Parks, qui, dans son bus, avait résisté en refusant de céder sa place et avait ainsi déclenché un mouvement de libération. Et mettez cela en parallèle avec Langston Hughes, qui, dans les années 30, était en Union soviétique, et dans un bus, quelqu'un s'était adressé à lui en russe et lui avait dit « Tu es mon camarade travailleur noir » et lui avait laissé sa place. And I like the fact that what you said was evident for you. Like, of course, I went to the Netherlands, I went to Berlin, I went to France, etc., looking for Black communities. Do you think that is an evidence for everyone that there are Black communities in Europe, and that it's an evidence that, yeah, if you're going to look for Black people, they're in the Netherlands, they're in Geneva, and so on. Yeah, I think what is an evidence for us may not be an evidence for everyone. And just to illustrate that, I think it's one of the punchlines in your book that I'll definitely keep with myself. Europe does not export its Blackness or its Black people, whereas Black Americans are kind of known across borders, right? Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as parlé d'une évidence pour toi de retrouver des communautés noires dans des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la France. Mais moi, je pose la question, est-ce que c'est évident pour tout le monde que aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, on va trouver des communautés noires? Et à titre d'exemple de ce que je viens de dire, on peut voir que les États-Unis exportent les Afro-Américains, les Africains-Américains, et exportent sa négritude à l'étranger, alors que l'Europe n'exporte pas du tout ces personnes-là, ni ces communautés-là. Yeah, no, it's a good point. I mean, of course, you and I know that these communities exist. But even like my cousins, my father's from Brooklyn, from Bed-Stuy, and you know, I always remember like my cousins coming over one time when I was a kid, and just being amazed that there were Black people in France. You know, they could not, and this is the Black community that has been amazed that they can find a Black community in France. And yeah, to go to your point, Pamela, I think it's true. I think there is a European myth-making that happens, a kind of marketing scheme that sells this idea of Europe to the rest of the world. You know, when you look at all the guidebooks, the guidebook that I was traveling around with, The Lonely Planet, you know, had this picture of, you know, just that there wasn't anything to do with my reality of Europe. And so I realised that needed to be challenged, and that's one of the main reasons I wrote this book, because I knew that that communities existed. I still learn a lot as I was writing the book, of course, and had ideas challenged. But I wanted to create a kind of intervention in terms of how Europe exported itself, because when you go to America, nobody's surprised to see a Black person in America, but all over Europe, people seem to be surprised that there are Black people here. So that was also why it was important for me. You know, there's a lot of academic work in this field, but it never seems to leave academia. It's professors talking to each other, and it never seems to enter a mainstream conversation. So I needed to find a way to write a book that could enter a mainstream conversation. Je suis tout à fait d'accord avec ton commentaire, j'y souscris. Toi et moi, on sait qu'il y a ces communautés-là. Mais par exemple, j'ai des cousins à Brooklyn, donc aux États-Unis, et quand ils sont venus me voir en Europe, ben, ils ont été surpris de voir des Noirs en France. Et c'est tout à fait vrai que l'Europe s'est construit un mythe, une sorte de marketing qui vend une certaine idée de l'Europe. Dans des guides de voyage style Lonely Planet, la réalité dont on parle n'est pas ma réalité en tout cas. Et j'ai voulu remettre en question cette image car je sais
qu'il existe des communautés noires en Europe. D'ailleurs, je continue à apprendre sur l'existence de ces communautés. Donc, on n'est jamais surpris de voir, d'associer en tout cas des communautés noires aux États-Unis, mais par contre, on est surpris d'associer des communautés noires à l'Europe. Les gens qui s'intéressent à ces communautés sont souvent des universitaires qui parlent à des universitaires. Mais le grand public n'est jamais informé de cela. Donc, moi, j'ai voulu écrire un livre qui s'adresserait aussi au grand public. And again, and I think that is the brilliance, one of the brilliance. I mean, this is a gem, but there's one thing that might frustrate some people. If you think that in reading this book, you're going to know who exactly are Afro-Europeans, think that everybody's going to identify as Afro-European, you are mistaken. Because it is, one, a question that you left open. It reads like, you had this encounter with the word Afropean, which did something to you as a Black man growing up in Sheffield, of, like me, white mother, Black father. And then, okay, but how does this actually work? Who does this speak to? Who are those people? Are we community or not? And through not only the fact that you go to a multiplicity of urban spaces, where that also has to do with like Black communities are nowadays more in the urban metropolises, but also the diversity of these people. And we're talking about a diversity not only in terms of backgrounds, we're talking about the diversity in terms of class, of experiences. And so could you tell us a bit more about who are these people that you encountered who also made you self-reflexive so many times about your own self, but with whom you also to some extent shared a level of experience and commonness? Je pense que un des points d'excellence de ce livre, qui est un petit joyau, c'est que si vous pensez tout comprendre sur les Afropéens en lisant ce livre, eh bien non, parce que il y a une rencontre avec les Afropéens, mais c'est la rencontre d'un homme qui est né à Sheffield, qui a grandi à Sheffield, dont le père est noir, dont la mère est blanche, et qui essaye de se poser la question, qui sont les Afropéens, qui sont ces communautés noires. Il y a des communautés urbaines, on parle également de diversité de classe, diversité d'expérience, diversité peut-être de formation, background, d'origine, d'où ces personnes viennent. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est qui sont ces personnes que tu as rencontrées, ces personnes qui t'ont forcé à te repenser toi-même, des personnes avec qui tu as partagé des expériences. Qui sont-elles? This is not a very good line for PR, but I describe the book often as a happy failure, a happy failure because I think I went into the work in some ways, even though I was low on confidence in terms of my personal situation, overconfident in terms of what I thought I would find, which is Black solidarity and the clean idea of who is Black and what it means to be Black in Europe. It was quite naive, I suppose. And actually, through the process of this idea of Afropean, the word falling apart, some people do not like the word, some people love the word, but use it in a way that, in my opinion, is exclusive. Only certain people can use this term, Afropean. And as I met all these different members of the Black community who were challenging the work, it fell apart. Afropean fell apart. And the book is a process of piecing these fragments back together to create something that, is not a clean, solid idea, but is built from all these different levels of experience. And when you zoom out, there are commonalities. And for me, the good thing about writing a book is that a book has a narrative, and you can make communities talk to one another, even if they're not talking to each other in real life. So I could make somebody who is Congolese in Brussels have a conversation through the narrative arc of the book to somebody who is Angolan in Lisbon, and I can show how the wake of colonialism is affecting their lives, and that there are commonalities, and that we would
do well to think about some kind of solidarity in order to fight a backlash against the black community and multiculturalism. Finally, I think in the end, that was valuable, this kind of failure in a way of me to truly define what Afropean is, because I think that the term, if we want to build terms that are kind of left-wing in nature in some ways, they have to go against how the right uses terms, which is ethnic absolutism. There is this is who I am, and this is it's a blood and soil narrative. I am from here, this is me, and this is what people from where I'm from look like. Afropean is the opposite of that. And, to quote Audre Lorde, we can't tear down the master's house using the master's tools. So we have to come up with terms that can function in a different way to the kind of right-wing rhetoric. It's a bit more fluid. Donc, ce que je vais dire ne va peut-être pas plaire à ma maison d'édition, parce que ça va peut-être pas faire vendre, mais ce livre, c'est un joyeux échec. Alors, c'est un joyeux échec parce que moi, quand je me suis lancé dans cette aventure, je n'avais pas vraiment confiance en moi, en ce qui me concernait, mais par contre, je débordais de confiance par rapport à ces personnes noires à la rencontre desquelles j'allais et desquelles j'espérais une solidarité. C'est-à-dire, je voulais, en tout cas j'étais presque sûr, d'arriver à comprendre qui était noir en Europe et ce que voulait dire être noir en Europe. Et en fait, les personnes que j'ai rencontrées, certaines n'aiment pas du tout ce terme afropéen. D'autres personnes utilisent de manière exagérée ce terme afropéen. D'autres personnes encore s'en réservent l'exclusivité. Et donc, toutes ces rencontres, en quelque sorte, m'ont démontré que le terme afropéen s'écroulait de lui-même. Donc ce livre est une sorte de puzzle que j'ai essayé de reconstituer et ça m'a montré que ce n'était pas une idée en bloc massif qui se présentait à moi. Et en prenant un peu de recul, j'essayais quand même de trouver quelques points communs qui pouvaient unir ces personnes sous le cadre de Afropéens. L'intérêt d'un livre, c'est que je raconte une histoire. Et en racontant une histoire, je peux imaginer des dialogues qui ne sont jamais arrivés. Par exemple, une personne d'origine congolaise à Bruxelles qui va parler avec une personne d'origine angolaise à Lisbonne. Et ces deux personnes ont en commun d'être un peu issues du post-colonialisme et ce colonialisme qui a affecté leur vie. Et on peut peut-être imaginer qu'il y aurait des élans de solidarité. Donc, en fin de compte, finalement, cet échec est peut-être une bonne chose dans ma tentative de définir l'afropéanité, car si l'on veut trouver un terme, on va dire politiquement de gauche, qui va lutter contre le point de vue de droite, qui tend à imposer un absolutisme ethnique, eh bien, ce que j'ai découvert, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à un bloc, on est face à quelque chose qui va lutter contre une rhétorique de droite et qui va être quelque chose de beaucoup plus multicomposite, qui va être quelque chose de beaucoup plus fluide. There is a line. Of course, there's this plurality of experiences of people. Like you talk as well about, let's say our generation, born and raised in a European area that, went through eventually like higher education, who are just affirming like, I am here, I'm not going anywhere, and we're creating and we're speaking back, etc. You're also talking about the cleaners, the workers, the people who are actually in the shadows of Europe, and you put that very much in
you put that out there, that white Europe or white Europeanness, and this is not to say necessarily white Europeans, but this privilege or this idea of who is European is actually still being built on the labor of people who are of either black or racialized nowadays. And you talk about Stockholm, and I love the idea of Stockholm being this, oh, but the Swedes are so open-minded, and it's like the higher northern part, and everybody is so great. You're like, well, they are there, and they can enjoy the cozy life because they're actually migrant people or people who are racialized, who actually were born in the country, working for them to feel that comfort. So blackness, to some extent, which is in the shadows of the white Europeanness. And at the same time, you also talk about Afropean as being a utopia. So something that can be, and still is, built, negotiated, can be reclaimed, and maybe it's an horizon. It's something that is already here, but also because we are here, but something also that could be constructed and built to reach. You spoke about solidarity, we can talk about equality. I mean, there's so many things we can put in there, right? Donc, j'ai bien compris que tu parles du pluralisme de tes expériences. Toi et moi, nous faisons partie d'une génération qui est née en Europe, qui parfois a eu la chance de faire des études supérieures. Mais tu parles aussi des travailleurs, tu parles aussi des personnes qui font le ménage. Et ce sont des gens qui vivent dans l'ombre de l'Europe. Alors, on va peut-être pas parler des Européens, mais on va parler de l'européanité qui se construit finalement sur les personnes noires, sur les personnes racialisées. Je vais donner un exemple. À Stockholm, on a l'impression que les gens sont ouverts, les gens sont tolérants, etc. Et qu'ils vivent très confortablement, mais ce confort se repose sur ces personnes racialisées, sur ces personnes noires. Tu parles également de l'afropéanité comme une utopie, mais c'est une utopie qui est en cours de construction, qui doit se construire, qui doit être négociée, et comme tu le dis, peut-être dans un objectif non seulement de solidarité, mais également d'égalité, par exemple. Yeah, I think because I took this term Afropean from the music industry, from Zap Mama, who coined this term Afropean. I think I realized initially I was guilty of, not guilty, that's too harsh on myself, but Afropean for me, as somebody who was working class and growing up on the hinterlands of Sheffield, Afropean just suggested this positive, optimistic fusion of identity that was expressed so beautifully in so much music, beautiful people making beautiful art, and so that for me, I was constantly looking up at this beautiful Afropean idea. And then when I wanted to start to write about it, I realized that if I was to keep talking about, initially I thought this could even be like a coffee table book. It could be these photographs of successful people and telling their stories, their positive stories. But as I even tried to apply that to my own life, it didn't work for me because my life wasn't that glamorous, So even for me, this notion of Afropean, it wasn't my reality. It didn't include too many working class narratives. And especially as I started to travel Europe, I was constantly looking for positive stories, and I met some incredible people, Yale University professors, award-winning artists, award-winning musicians. They are in this book. But to turn the blind eye to the people who were coming onto the Eurostar cleaning, to turn a blind eye to the Ghanaian brothers who were selling wristbands on the streets of Paris. That would have been a huge disservice to the black community and a disservice to this notion of what Afropean could be, which should be as inclusive as possible and holding various narratives, and even if sometimes those narratives challenge each other, that friction creates fire, and I think that's where the beauty of Afropean really should be, not just in this optimistic story of success, but actually in I call it Black Europe from the street up. It needs to work for everyday people. It needs to be built upon a kind of working class politics.
Donc, le terme afropéen, moi, je l'ai pris dans le secteur de la musique. C'est un terme qui a été imaginé par Zap Mama. Le terme afropéen est souvent associé à la classe des travailleurs, à des gens qui vivent en banlieue de Sheffield par exemple, là où je suis né. Mais pour moi, le terme afropéen, c'est un terme aussi qui parle d'optimisme, qui parle de beauté, qui parle d'art, qui parle de musique. Et donc, quand j'ai afropéen en tête, je pensais à toutes ces belles choses. Quand je me suis lancé dans l'écriture de ce livre, j'imaginais ce livre comme un livre que l'on pourrait lire à une table de café de manière tranquille, et on pourrait découvrir toutes ces personnes qui ont réussi leur vie. Mais lorsque j'applique cette vision du terme afropéen à ma vie, je me rends compte qu'il ne correspond pas du tout à ce que j'imagine. Et quand je me suis lancé dans ce voyage, la recherche d'exemples positifs d'afropéanité en Europe, bien sûr, j'ai rencontré un professeur de Yale, j'ai rencontré des musiciens, j'ai rencontré des artistes, mais je ne pouvais pas fermer les yeux non plus quand je voyais des personnes noires nettoyer l'Eurostar, ou quand je voyais également des Noirs dans les rues de Paris vendre des objets touristiques aux visiteurs. Donc, même si, dans mon livre, les récits semblent parfois clasher les uns avec les autres, je pense que la beauté naît aussi de ces oppositions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de raconter un récit idéal de réussite qui s'enchaîne, mais je pense qu'il faut aussi voir les Noirs européens qui sont dans la rue et qui contribuent à cette beauté. And speaking about representation and diversity, this book is also, part of this project, so these are notes that you took, this is a book that you wrote, but you also took photographs that some of us were able to see out in the quai. There are some of the photographs. There's also the photo exhibition at Espace 81, just near the corner over there. Can you tell us more about how the idea of photography in black and white appeared in the building of not only the journey, but also the narration? Like, how do you think these things together? Donc tu parles de diversité, tu parles de représentation. Donc au cours de ton voyage, tu as pris des notes, tu as écrit, mais également tu as fait des photos. Des photos, vous pouvez les voir sur le quai et vous pouvez les voir à l'espace 81, au coin de la rue. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta démarche de faire des photos en noir et blanc et comment elles s'articulent avec ton récit? If anybody gets a chance that hasn't seen it yet, the exhibition at Espace 81 is a really important extension of my work, because the photography for me is at least as important as the writing, and they come from the same, they're made in the same kind of spirit. So whether every day that I was traveling, I was trying to take 5 photographs that were okay and write 500 words, and we didn't get to include many photographs in the book, unfortunately, because I guess it's mostly a textbook. One day I really hope that I could release a book of the photographs, because I came back with about it's been a long-term project actually, so I carried on taking photographs even after I'd finished writing the book. So it's an archive of over 10,000 images, of the black community in Europe. And photography is important for me as a way to wriggle free from constant polemic. Like, what's interesting is that, you would think that, okay, as somebody who is from the black community and seen oppression and seen these problems, that it would be me who would constantly want to write in an angry way. But that's not my personality. I like to take a step back and think, and then come out with a nuanced response rather than constant anger. And for other people, anger works. So I'm not against anger, but for me, I like to come at things a different way. But, my editor was a brilliant editor, a white woman who went to a private school and studied at Harvard, and
she was constantly asking me when she was looking through the first draft is, where's the argument here? Like, what's your point? And for me, I had to really try and wriggle free from just constantly having to make a point. Sometimes it's enough for me to write a book and it's just a conversation, a casual conversation, maybe even about football with me and somebody I met in Matonge, and that's enough for me. Sometimes it doesn't always have to lead back to an argument, because that's reductive. That's not the only experience that we have as black people in Europe, as important as it is to remain politically engaged. So I had to edit out a lot of these digressions, these sort of interludes where nothing much happens, unfortunately, with the book. I tried to get some in there. But the photography allows me to play in a kind of ambivalent atmosphere or abstract atmosphere, you know, where it's open-ended, you know. There are these fragments of experience of somebody sat, and we can imagine what's happening. We don't have to be told what to think in a certain situation. And photography for me is important for that reason, is that it allows a little bit of abstraction. In a world where everything's an argument, photography can sometimes, the way I like to use photography anyway, can sometimes allow a pause for reflection. Donc si vous avez l'occasion de visiter l'exposition à l'espace 81, je vous encourage vraiment à y aller, parce que pour moi, dans la balance, il y a vraiment la photographie et l'écriture qui procèdent de la même démarche, du même esprit. Je m'étais fixé comme objectif de prendre au minimum 5 photos par jour et d'écrire 500 mots par jour. Malheureusement, nous n'avons pas pu inclure beaucoup de photographies dans ce livre. Ce livre, c'est surtout du texte. Mais je ne perds pas espoir un jour de publier un recueil de photographies que j'ai prises au cours de ce projet. Ça a été un long projet, mais même à la fin du projet, j'ai continué à faire des photos, tant et si bien que je dois avoir quelque chose comme 10 000 photographies dans mes archives. Pour moi, la photo, c'est un médium important qui me permet de m'échapper de la polémique. Moi, je n'ai pas toujours de la colère en moi. J'aime prendre du recul et j'aime apporter une réponse nuancée. Cela dit, je n'ai absolument rien contre des gens qui sont en colère, je peux le comprendre. J'ai la chance de travailler avec une éditrice qui est intelligente, qui a fait des études, et elle me poussait constamment à trouver un argument dans ma démonstration. Elle me posait toujours la question. Mais parfois, moi, j'avais tout simplement envie d'écrire un texte, mais écrire un texte comme ce pouvait l'être une conversation avec quelqu'un, parler du foot dans un café, etc. Néanmoins, je reste toujours politiquement engagé, et donc j'ai souvent été contraint de modifier un petit peu mon texte. J'ai essayé quand même de conserver le plus possible le texte original, mais le fait de prendre des photos me permet d'introduire une certaine ambivalence, d'introduire une certaine abstraction dans mon discours. Mes photos sont des fragments qui permettent peut-être à l'imagination de se libérer. Qu'est-ce qui se passe devant nos yeux? D'où vient cette personne? Que va-t-elle faire? Pourquoi est-elle là? Et quand tout doit être discussion, argumentation, ma photo invite simplement à une pause réflexive. And to conclude, and before letting you have a conversation with the audience, I would like you to read a passage that is actually the last passage of your book. And that speaks to, when we hear about Afropean, there's of course the word European, and we've spoken a lot about Europe, but there's also this Afro, and it will be interesting to know, like, what do we put in Afro? And there is something that you say about the African continent when you are in Gibraltar, so you can actually not see because it was not the right day, but when you're in Gibraltar, you can actually see the African shores. Could you read that passage? Thank you. Et donc, avant de conclure et puis de vous donner la parole à vous, public, j'aimerais que l'on lise un passage. C'est la fin du livre, et donc lorsque l'on entend ce mot afropéen, cela fait bien sûr penser à
européen, mais il y a également le préfixe afro. Et ce qui m'intéresse, c'est quelle est la définition de ce préfixe afro. Et c'est un passage que tu as écrit quand tu étais à Gibraltar. Tu aurais aimé voir les côtes africaines, mais malheureusement, le beau temps n'était pas de la partie. Donc je vais te laisser lire. Et note de l'interprète, j'ai la version française, donc je n'allais pas l'inventer, mais je vais la lire. Perhaps. Ok. Donc il va lire la version anglaise, et puis je vous lirai la version française après. Okay. Ou tu veux la lire si tu veux, bien sûr. Perhaps I'd wanted to feel the proximity of the two continents I felt most connected to. But the more I thought about it, looking out at sea, being drenched by fatefully bad weather amid unglamorous scaffolding and dormant work tools, the more I realised I didn't need to see the landmass of Africa looming emblematically in the distance to end my travels. Because Africa was right where I was standing. All this time it had been dominated by nostalgic, imperial iconography, and much like Black Sheffield and other such areas in Europe hadn't been exported. This created the illusion that Black Europe was a place without culture, history or geography, which, as I'd now seen firsthand, I knew was utterly untrue. As well as experiencing the Black European landscape, I'd connected with the knowledge production of its myriad communities, learned about bold, empowering Black and working class traditions that I'd been kept at a distance from my whole life, despite being Black and working class myself. These scattered fragments of Afropean experience had formed a mosaic inside my mind. Not monolithic, but not entirely amorphous either. Rather, the Afropean reality was a bricolage of Blackness, and I'd experienced an Africa that was both in and of Europe. Peut-être que je vous laisse sentir la proximité des deux continents auxquels j'étais rattachée. Plus j'y réfléchissais, le regard absorbé par la mer pendant que la pluie ne cessait de m'arroser au milieu de tous ces échafaudages et ce faras d'outils de travail, et plus je prenais conscience qu'il ne serait pas nécessaire, pour achever mon voyage, d'admirer au loin l'Afrique, surgissant devant moi comme un rêve emblématique. Dans le fond, j'y étais déjà, en Afrique, en ce moment même. Elle avait été là tout ce temps, quoique dominée par une iconographie européenne impérialiste et nostalgique, un peu comme la Sheffield noire et d'autres lieux en Europe. Elle n'avait pu être exportée. Cela donnait l'illusion que l'Europe noire était un lieu où la culture était inexistante, tout comme l'histoire et la géographie, ce qui, comme j'ai fini par le vérifier, était absolument faux. Car en même temps que je découvrais les paysages de l'Europe noire, j'ai découvert le savoir-faire de nombreuses communautés. J'ai rencontré des Noirs audacieux, dynamiques, éduqués de la classe ouvrière dont j'avais été tenue à l'écart toute ma vie, bien que j'en sois aussi issue. Ces fragments éparpillés de ma vie d'Afropéen ont formé une sorte de mosaïque dans mon esprit qui n'était pas sous la forme d'un bloc monolithique. L'expérience de l'afropéanitude était plutôt une sorte de bric-à-brac, d'éléments propres à la négritude, et j'ai pu vivre une Afrique au cœur de l'Europe et en dehors de l'Europe. Thank you very much, Johny Pitts. Maintenant, la parole est à vous. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français. On se chargera de la traduction. Merci. Question. So, first of all, I noticed your train ride never took you to Frankfurt. But that's not my question. Between the young generation that, for whom probably skin color or racism doesn't exist anymore, or not to the same extent as before, and on the other hand, more racist tendencies and nationalism, where do you think the situation of the Black community is going in Europe? Oh yeah, sorry, Kevin. Bon, donc je sais que ton train ne t'a jamais amené à Francfort. La couleur de la peau et le racisme pour les nouvelles générations n'ont sûrement pas le même sens qu'auparavant. Mais selon toi, quelle est la situation actuelle? It's actually not true that I didn't go to Frankfurt. I did go to Frankfurt, but it was a personal odyssey, and it felt too opaque for the book. You know, it's one of those many things that was edited out of the book because I was struggling to make it make any kind of sense, but I did go to Frankfurt, and spent a lot of an amazing day in the sunshine
riding a bike around Frankfurt listening to soul music. It was great. It was a very powerful moment for me, actually. I don't know where we are. Does anybody know really where we are at the moment? On the one hand, I see young black men and women more empowered than ever before on one level, certainly more confident than I think my generation was. But on the other hand, they're facing way more overt issues, you know. I think that in the social media era, I get so depressed with some of the commentary and some of the racism that has been revealed that maybe was always there. It's a really interesting thing to think about the 90s and 2000s, maybe up until about 2005. There seemed to be this progress that was being made, and now it's a lot of my work really deals with this nostalgia. The new work that I'm working on at the moment is dealing with nostalgia for the 20th century, because it's very problematic. On the one hand, I have these gentle memories of the fall of walls and the rise of a kind of a bold future, a left-wing government, allegedly left-wing government in the UK. And yeah, I look back now and I think, did it ever really exist? You know, and I'm not sure it did. And so, like, I keep working out, even though it seems like a very terrible time now, sometimes you look back. This is a really weird analogy to make, but I remember watching in lockdown this film American Pie, and I was thinking, this is the most sexist film you could ever imagine. And watching it at the time, I remember none of my generation had a huge problem with it. It was just a stupid film. You look back and you think, this isn't the year 2000. This is a horrible film. And so when actually you look back at this era really clearly, maybe things are progressing, actually, but we have to take a few steps back before we can take a few steps forward. And sorry, it's not a clear answer, but I don't think there is a clear answer to that question. I don't know where we are, but maybe when you don't know where you are, that's when your real journey begins. And I'm trying to make it as beautiful as it was in French. Challenging. But it's cool. Let's write that down. Donc, détrompez-vous, j'ai fini par aller à Francfort. Mais ça, c'est une histoire, on va dire, peut-être plus personnelle, une histoire qui était peut-être pas encore suffisamment mûre dans ma tête et qui n'a pas résisté au tamis de ma maison d'édition, car peut-être le sens que je voulais lui accorder n'était pas encore clair dans ma tête. Néanmoins, j'ai passé une journée fantastique, ensoleillée, à écouter de la soul sur mon vélo à Francfort, croyez-moi. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas qui connaît la réponse. D'un côté, je vois des jeunes noirs qui sont autonomes, beaucoup plus autonomes que les gens de ma génération, mais en même temps, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec ces commentaires, ce lâcher de parole, ce racisme qui est très visible, qui apparaît. Peut-être c'était du racisme qui était tout simplement caché auparavant. On peut imaginer à partir de 2005 qu'il y a eu un progrès peut-être. Mon nouveau projet va parler d'une sorte de nostalgie du XXe siècle. Mais finalement, c'est un peu problématique parce que d'un côté, il y a tous ces souvenirs positifs, la chute du mur de Berlin. Visiblement, on s'attendait à avoir un avenir brillant, un gouvernement de gauche au Royaume-Uni. Et en même temps, est-ce que tout ça a vraiment existé ? Maintenant, on vit une époque parfois terrible. Simplement pour partager quelque chose avec vous, pendant le confinement, j'ai vu le film American Pie. Je l'ai revu. Et c'est un film super sexiste. Et à l'époque, quand je l'avais vu, quand il est sorti, je trouvais que c'était un film crétin, c'est tout, ça m'avait fait rire. Et maintenant, c'est véritablement un film écœurant. Donc, savoir si maintenant on est dans une période de progrès, peut-être qu'il va falloir prendre un peu de recul. Et à ce moment-là, on pourra voir où on en est maintenant. Après, la chose positive, c'est que quand on ne sait pas où on en est, quand on est perdu, on commence un chemin.
Just one thing I wanted to add about Frankfurt. In Espace 81, you can see a video that I made with some music, and it was actually, as soon as I had this encounter, before I even wrote this book or visited Frankfurt, I wrote this piece of music that was inspired by this encounter, and it's called the 7:30 to Frankfurt. The 7:30 train to Frankfurt, and then I wrote some lyrics to it, and then later on, after I wrote the book, we made a journey on a train, not in Frankfurt actually, to create a kind of music video. But you can see this in Espace 81. You can see this moving video. Un petit détail que je voulais ajouter à cette anecdote sur Francfort. Si vous allez à l'espace 80, vous verrez qu'il y a une vidéo avec de la musique, et ça c'est quelque chose que j'ai fait avant d'aller à Francfort, et j'ai composé le morceau qui s'appelle Le train de 7h30 pour Francfort, avec j'ai aussi composé des paroles, et donc je vous invite à prêter une oreille attentive et puis à jeter un coup d'œil à ce clip si vous visitez mon expo. D'autres questions? Le micro, je ne sais pas s'il marche. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Ce qui est intéressant dans votre démarche, parce que j'ai compris, il y a à la fois un travail photographique et un travail d'écriture. Quand vous avez dit comme quoi vous avez décidé de faire des photos en noir et blanc, est-ce que c'était conscient ou inconscient? Première question. Et je me posais la question, moi, européen, dans le fond, quand j'étais en Afrique, la seule chose que j'avais envie de photographier, c'était les couleurs. Donc j'allais photographier, non pas en noir et blanc, mais en couleur. Ma question, elle est simple. Et dans le fond, cette démarche de vouloir faire des photos en noir et blanc, d'écrire finalement un livre, est-ce dans le fond, votre livre est amené plutôt à parler de couleurs, et alors que la photo, vous avez choisi de conscient ou inconsciemment le noir et blanc, parce que vous parlez d'un sujet, du noir et du blanc. Good question. Bonne question. I mean, the first reason is a very banal reason, and it's that I didn't have a publisher when I was writing the book. Nobody was interested. So I had to write the first draft first, and then we submitted it, and then that's when Penguin picked it up. But as I was trying to write it, I was thinking, I was thinking of just practical considerations, and I was thinking, this is going to be a textbook, and I bet that because they're going to have to produce it for text, it's going to be a problem to have colour images in the work. So I was having to think in black and white just because of practical reasons. But what I would say about the mood, I love colour photography, really, in some ways, well, at least as much as black and white photography, and I take a lot of my work is in colour, and some of these images actually are in colour as well. But one thing I want to say about the aesthetic of the images, I made this journey during the winter months, and that's because I sometimes get frustrated about how the black community is documented, even sometimes by black photographers. It's very often performative. You know, there is this. It's always about celebration or festivals or protests on the one. There's something always performative, and I wanted to take images of an everyday experience, quiet, really quiet images where people were lost in thought, or just very human everyday experiences that weren't always like superlative. And so it was important for me actually traveling during the winter months to try and avoid the usual depictions of a carnival or something like that, and to depict these images. In some ways, I feel like Europe feels most itself in the winter as well. So I really wanted this juxtaposition. I wanted to show black people where, when you look at the photographs, you know that it's Europe, but it's European and black, and that's what the images had to convey. So yeah, I was wary of anything too colourful anyway, you know. Donc la première raison est une raison très simple.
très pratique. Quand je me suis lancé dans ce projet d'écriture, je n'avais pas encore de maison d'édition. C'est après que les éditions Penguin se sont intéressées à mon projet. Et donc, en écrivant mon texte, je me suis dit que, vu le format de publication, ce serait sûrement plus simple d'avoir des photos en noir et blanc, les photos couleurs pouvant poser problème. Néanmoins, dans mon travail de photographe, j'aime autant les photos couleurs que les photos en noir et blanc. Et d'ailleurs, certaines de ces photos, les originaux sont en couleur. Dans mon esthétique de l'image, pour répondre à votre question, mon voyage s'est essentiellement déroulé en hiver. Et je trouve que la manière dont les communautés noires sont couvertes par les photographes, sont documentées, même parfois par des photographes noirs eux-mêmes, on retombe souvent dans des clichés, pour ne pas faire de jeu de mots, de photographies qui sont colorées, où on voit des performances, c'est spectaculaire, etc. Et moi, j'ai voulu montrer une image différente, une image plus humaine, plus simple, plus quotidienne des personnes. Donc, c'était vraiment important d'éviter ce style d'image colorée que vous pouvez avoir pendant les carnavals, par exemple. Il y a également le fait que, puisque mon voyage s'est déroulé en hiver, l'Europe est aussi associée à l'hiver. Et quand on voit des photographies faites en Europe, on a tendance à les identifier assez immédiatement. Donc, je voulais à la fois faire un mix de photographie européenne et photographier les personnes noires. Alors, je regarde l'heure et on va devoir s'arrêter là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Johny Pitts va être disponible pour continuer éventuellement à converser avec vous et surtout pour une séance de dédicace qui aura donc lieu à la tente, la première tente, la grande tente apparemment elle s'appelle. Donc pour la version, il y a les deux versions disponibles. Il y a la version originale en anglais et la version traduite en français pour vous. Merci pour votre attention. Merci pour votre présence. Thank you, Johny Pitts, once again for your work. We could not talk about everything because there's so much to say, but really I thank you in the name of the festival, but also on a personal level. Thank you for everything. Merci Laurent pour l'excellent travail de traduction. Merci. Et juste quelques infos pratiques pour la suite. Donc comme on en a fait référence, il y a donc cette expo photo qui est encore lieu jusqu'au 24 septembre à l'espace 81 qui est juste à l'angle de la rue. Il y a donc la séance de dédicace avec Johny Pitts qui a lieu juste maintenant. Et il y a aussi 2 ateliers incubateurs de réflexion. Ça a l'air très pompeux comme ça, qui sont en partenariat avec le prix de l'essai européen, donc prix d'ailleurs pour lequel Johny Pitts est lauréat 2021, et en partenariat avec la ville de Morges pour justement ramener, parce que c'est tout le but, ramener cette conversation dans un espace suisse morgeois, morgien, j'étais pas trop loin, et vraiment de mettre cela en écho à travers la réflexion, à travers le partage, à travers la discussion, de pas avoir l'impression que c'est un discours qui parle d'autrui et puis nous on n'aurait rien à faire. Et quand je dis nous, c'est nous toutes les personnes, donc c'est pas juste nous les noirs, et puis c'est très bien que ça soit fait, mais c'est tout récit qui concerne des personnes qui aujourd'hui se disent ou s'appellent noires, concerne également les personnes qui se disent ou en tout cas sont visualisées comme blanches. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci encore une fois et un bon dimanche. Et la petite version française des remerciements. Donc tu le remerciais à titre personnel et tu le remerciais au nom de tout le public. Tout n'a pas pu être abordé puisque c'est un livre très riche, mais néanmoins ça a été une discussion intéressante. Thank you so much. Thank you, Pamela, for the insightful questions. Thank you so much. And thank you. I couldn't hear you. No, I just wanted to say thank you to Pamela for the insightful questions. It was great to meet a couple of days ago, and I knew that you
I do a lot of interviews, but it's been great to speak with you. It's very refreshing, and thank you, Laurent, as well for your brilliant translation. Thank you. Et donc, il remercie Pamela, qu'il a eu la chance de rencontrer il y a 2 jours. Il souligne qu'il enchaîne les interviews et les rencontres, mais ça a été un plaisir tout particulier de te rencontrer. Et puis, il m'a remercié. Merci. Okay. Thank you. Thank you.